train de choisir, commencez à avoir des questions, réfléchissez à des questions pour nous aider. Ça, je pense qu'on peut profiter de l'occasion d'avoir pratiquement la tête de l'association française Le Refuge ici. Vous pouvez leur poser les questions que vous souhaitez. D'ailleurs, est-ce que vous faites vous allez vous visitez des collèges, des lycées quelle est votre implication là-dessus? Qu'est-ce que vous souhaiteriez aussi? Est-ce que vous cherchez des aides? Est-ce que par exemple le gouvernement sait que vous existez? Est-ce qu'ils vont est-ce que vous avez des freins qui sont mis contre ça? Qu'est-ce qui se passe avec l'éducation nationale? Cette réalité, comment on fait aujourd'hui pour changer les choses? On a la fiction a ses solutions. Vous, quelles sont les solutions qu'on vous donne aujourd'hui et celles que vous voulez? Alors, nous, en fait, la question est tellement vaste qu'on va essayer de répondre de manière concise. Alors nous, on intervient dans les lycées depuis maintenant 3 ans, donc ça fait la 4e année dans laquelle on intervient. On intervient sous forme toujours pareil de 2 heures pour qu'on puisse aborder ce sujet qui est relativement compliqué, qui est aussi difficile d'accès. C'est parler d'un sujet comme ça, des élèves qu'on ne connaît pas, qui sont en groupe, où il y a une dynamique de groupe, ou pas bien mis d'ailleurs, où il y a du moins, ils se connaissent tous, tout le monde ne peut pas aborder le sujet de la même manière. Donc on estime que 2 heures déjà, des fois c'est même pas assez, et c'est les jeunes eux-mêmes qui disent que c'est pas assez pour l'évoquer. Mais on essaye, on y arrive généralement parce qu'on a un peu d'humour et ça risque que ça passe relativement bien, pour justement pouvoir aborder le sujet et pour pouvoir après toucher du doigt cette question de l'isolement principalement. Et puis surtout faire réfléchir sur du comportement. C'est-à-dire quand un jeune estime que PD par exemple n'est pas une insulte homophobe, on lui explique que quand il le dit une fois à un copain et que la même personne qui reçoit PD l'entend 50 fois par 50 personnes différentes, ça devient du harcèlement auquel chacun a sa propre responsabilité dans ce cadre-là. Et c'est aussi amener les gens à réfléchir sur leur propre comportement, sur ce qu'ils font, ce qu'ils amènent, ce qu'ils disent, sur le rejet. Un jeune dit je suis pas homophobe, par contre si un ami à moi me disait qu'il était gay, par contre je pense que je lui parlerai plus. Alors on lui dit mais finalement du coup tu le rejettes, donc finalement tu as aussi un comportement homophobe et du coup tu vas aussi contribuer à l'isolement de ce jeune et à son mal-être. Et le but c'est de les amener à réfléchir sur cette question-là, pas en leur donnant la solution. La solution c'est d'accepter tout le monde tel qu'il est, mais ça c'est même pas par rapport à l'homophobie, c'est encore plus vaste et je travaille. Mais le but c'est vraiment de travailler sur le respect, simplement la notion de respect de l'autre, qui est quand même à la base de notre relation en société, initialement. Et ensuite, par rapport aux freins, ou du moins comment on exécute, l'éducation nationale, c'est une très vieille dame qui est sympathique au demeurant, mais qui a beaucoup de mal aussi à ouvrir tout un tas de portes pour qu'on puisse rentrer dedans. Et au-delà de l'éducation nationale par rapport à son origine au ministère, c'est aussi les établissements scolaires eux-mêmes qui mettent beaucoup le frein. On a des proviseurs qui estiment que, comme il n'y a pas d'homosexuels dans leur établissement, logiquement, ça ne sert à rien qu'on intervienne. Alors à moins qu'il ait testé les 300 ou 400 élèves de son établissement, ce que je ne pense pas être le cas, ça montre quand même quelque chose de particulier d'avoir ce genre de réponse-là. Et de dire ça montre là aussi une notion, alors je pense qu'il n'a pas lu le livre, du coup. Il faudrait peut-être lui dire, je pense. Mon père Lafont serait content en plus. Ça va faire beaucoup de services de presse. Je pense. Mais n'empêche que, voilà, on a aussi ce discours-là, et le but c'est de les tétier, de les amener à réfléchir, On a même justement un lycée, alors à Montpellier, mais pareil à Paris, hein, un lycée à Montpellier qui avait mis dans le programme scolaire des études des livres de Proust, Gide, je ne sais plus qui. Et le proviseur, dans l'établissement catholique, a demandé à ce qu'on n'étudie pas ces auteurs-là. Sans, je crois, donner de raisons particulières, même si les raisons étaient un peu sous-jacentes. Et voilà, ça démontre aussi notre volonté de pouvoir des auteurs connus, pour ceux qui ne savent pas, qui étaient donc ouvertement homosexuels. Enfin, ou pas ouvertement, mais qui étaient homosexuels. Ou qui étaient homosexuels et qui du coup ont fait une littérature, pas forcément de rapport avec l'homosexualité du tout, mais qui, voilà, donc certains sont gênés par rapport à ça, donc le but c'est qu'on puisse continuer. Le gouvernement y contribue, bon, oui, non, là aussi c'est des volontés personnelles, hein, c'est des volontés aussi de faire bouger les choses, volonté de donner un petit coup de pied dans l'espèce de grosse fourmilière que sont les établissements scolaires, et qui sont vraiment les premiers lieux dans lesquels on a à intervenir. Et au-delà de la question de l'homophobie, c'est plus une question finalement du sexisme. Parce que l'homophobie, initialement, elle vient de là.
elle vient de la position de la femme, elle vient de la... Pourquoi est-ce qu'un jeune dit à un autre PD dans tout? Parce que le jeune qui est insulté comme ça, il est assimilé à quelqu'un d'efféminé, donc quelqu'un de féminin, donc quelqu'un finalement d'inférieur par rapport à la masculinité et la virilité. Et c'est ça aussi que on essaie d'amener cette réflexion de finalement qu'est-ce que ça fait. J'intervenais avant-hier dans un lycée à Marseille, et dans lequel l'un des jeunes en a traité un copain à lui, excusez-moi, très vulgaire, l'a traité de salope. C'est un garçon qui disait ça. Et je lui ai demandé qu'il réfléchisse pourquoi est-ce qu'il avait dit ce mot-là. Pourquoi est-ce qu'il avait choisi pile ce mot-là. Pourquoi il n'avait pas dit connard, pourquoi il n'avait pas dit un autre terme masculin. Et le jeune n'a pas été capable de le dire. Et au fur et à mesure de tirer les filles, quand je lui ai dit mais finalement tu dis ça parce que c'est une femme donc ça va être négatif, il m'a dit oui ben c'est ça, enfin je sais pas. Et n'empêche que se dit je sais pas, finalement c'est rentré dans les mœurs. C'est aussi la réflexion première sur l'homophobie, c'est réfléchir sur la position de la femme. Qu'est-ce que c'est qu'être une femme? Qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est que l'homosexualité? Et un autre garçon, et j'en finirai là pour les anecdotes, parce que j'en ai plein, disait deux hommes ensemble, ça peut pas exister, deux hommes peuvent pas s'aimer ensemble. Alors je lui ai demandé pourquoi, et il m'a répondu mais s'il y a deux hommes, qui c'est qui fait le ménage finalement? Voilà. It's true. Oh my goodness. So Katia, if you want to... I was interested in what you said about the language that's used. You know, the charity in the UK, Stonewall, have just launched a campaign against the words "you're gay." That's a big insult in the UK. Donc il y a l'association humanitaire Stonewall en Angleterre qui commence à faire une campagne pour faire en sorte que les mots "you're gay", tu es gay, cessent d'être une insulte. But even, you know, if your phone breaks, oh my phone's so gay, like that kind of language, do you think that's really dangerous? C'est non seulement dangereux, mais c'est surtout la base même de l'intervention. C'est ne serait-ce que le langage, ne serait-ce que déjà les mots qui sont utilisés pour caractériser quelqu'un, c'est la base. Et d'ailleurs, je m'adresse à vous, parce que je vois qu'il y a beaucoup de jeunes dans le public, que des jeunes, bien sûr, que des jeunes dans le public, pas forcément au même niveau scolaire, mais bon, que des jeunes. Et c'est aussi la base première. Après, c'est aussi un âge où les gens sont dans des groupes, où les gens s'insèrent dans des groupes, où il faut avoir une identité pour appartenir au groupe. Et quand on n'a pas cette identité-là, ou quand on sort un petit peu du lot, eh bien, voilà, c'est pas bon. Et du coup, il y a forcément un rejet. C'est pour ça que les mots sont souvent extrêmement violents et peuvent aussi mener, par exemple, au suicide. Oui, bon, pas forcément de suite au suicide, mais n'empêche pas mal être une dépression. Avoir en permanence des insultes au collège, ça mène pas forcément à se suicider, mais n'empêche ça mène à un mal-être, à une dépression, et puis tout ce qui va autour. Dépression, ça conduit des fois à des conduites addictives, toxicomanie, alcoolisme, scarification, qui sont aussi très importantes et qui sont cachées, parce qu'on ne veut pas le montrer, parce que c'est sur le bras, et parce que la personne va mettre que des pulls à manches longues, pour pas avoir justement ceci. Mais la scarification, c'est aussi une expression, là pour le coup très physique, une expression du mal-être, une expression pour qu'elle se reste gravée. C'est vraiment un processus très compliqué, la scarification, que je ne vais pas développer ici, mais qui fait aussi partie de toutes ces manifestations du mal-être, qui sont aussi dues à ce que le jeune peut ressentir vis-à-vis de lui-même, mais aussi à ce que la société, ce que les autres lui renvoient. Et le langage est la base. Je traduis juste la petite intervention de Kat tout à l'heure qui nous disait quand même qu'en Angleterre, le mot gay était devenu tellement courant qu'il était utilisé à toutes les sauces, et genre si son téléphone est cassé, on peut dire ouais, mon téléphone il est vraiment gay, pour dire il est cassé, il n'est pas solide. Donc ça va quand même très très loin cette banalisation du mot, et donc voilà, faut vraiment, c'est la base de sur quoi il faut lutter aussi, le langage, hein, de ne pas ancrer ça là-dedans. Probably most of the people that use that word gay would say they're not being homophobic. I've seen my nephew using it on Twitter or on Facebook. They don't think about what they're saying, and they would be horrified to be portrayed as homophobic. But it's for young children growing up to have the word gay associated with bad is very dangerous. Et pourtant, la plupart de ces gens qui utilisent le mot gay en Angleterre ne se décriraient jamais comme homophobiques.
Par exemple, Kat a un petit neveu qui l'a déjà utilisé sur Twitter en disant c'est trop gay, dans le sens c'est trop mauvais, c'est mal. Donc si les enfants grandissent maintenant en faisant ces associations d'idées, qu'est-ce que ça peut donner plus tard? Des préjugés, des a priori, et avec toutes les expressions qu'on connaît et qui sont elles-mêmes des expressions faire un travail, un mauvais travail, c'est faire un travail arabe, faire un travail, tout ce genre de choses-là qui sont assimilées, qui rentrent dans le langage courant, mais qui pour autant contribuent largement au rejet. Et c'est pour ça que justement la littérature doit aussi, pour la littérature young adult, jeune adulte, doit aussi parler de ça. C'était l'idée dans la collection de proposer aussi une littérature déjà de la fiction par un bon auteur, un très bon auteur, très 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 bon auteur, formidable auteur. Mais ce qui est complètement fou, c'est que quand on dit toujours que les Américains, Kiraka c'est loin, donc que les Américains sont très puritains et autres. Mais quand on voit leur production, quand on voit les livres là-bas, ils abordent la question de l'homosexualité pour parler, pour toucher les gens, pour expliquer les choses. Ils abordent la question du suicide, ils peuvent aussi parler de l'inceste. Il y a un livre là-bas qui cartonne, qui s'appelle Forbidden, Tabitha Suzuma. Je sais qu'en France, on n'est pas encore prêt à lire ça. C'est une histoire d'amour sublime entre un frère et sa sœur. Ça finit très mal. Mais imaginez les enfants terribles de Cocteau, ou imaginez Cocteau aujourd'hui qui voudrait écrire les enfants terribles, on ne peut plus le faire. C'est très étrange. C'est comme si les Américains étaient plus décomplexés sur cette question-là, mais parce qu'ils ont peut-être travaillé beaucoup plus tôt sur la question de la discrimination que nous. Et il y avait un manque. Et je pense que c'est pas l'histoire simplement de combler ce manque que de publier Kat Clark en France, mais c'est de dire que si on peut, avec ces livres en tout cas, toucher directement les jeunes sur ces questions-là, et peut-être qu'ils se rendent compte, parce comme Frédéric disait, c'est une question aussi de langage, c'est des habitudes prises dans un groupe particulier, mais d'être un petit peu plus conscient dans le milieu scolaire que certains souffrent, déjà ça sera un grand pas. Je ne sais pas si c'est le cas. Est-ce que en Angleterre, pour toi, Kat, tu as cette littérature-là qui traite vraiment de ces choses-là, de ces questions, du parler vrai? Est-ce que c'est aussi présent qu'aux États-Unis que pour toi? There's starting to be more of those kind of books, but nowhere near as many as there are in America, which is odd, like you say, because we hear about the books being banned in the US, but they still have more books about gay teenagers and more books about self-harm, depression. Donc c'est vrai qu'en Angleterre, il y a encore beaucoup moins de livres traitant de ces sujets-là qu'aux États-Unis, ce qui est assez paradoxal parce que c'est vrai qu'on les voit souvent plus puritains. Et aux États-Unis, il y a quand même une grande production qui traite donc de l'homosexualité, de la scarification et de ces différents problèmes qui touchent les adolescents. Je vais juste une dernière question très courte et après on va peut-être passer aux questions si vous en avez, parce qu'il y aura des questions. Il y aura des questions. À chaque fois c'est pareil, tout le monde d'un seul coup s'écrase sur son siège comme ça. Mais il y en aura. Alors juste la dernière question. Je crois savoir que tu t'es inspiré d'un fait vrai, d'un drame malheureusement pour Revanche. Chaque fois dans les livres, j'ai l'impression de voir carrément, c'est très visuel, des scènes, tous ces petits détails, ces petits riens qui font tout un drame, accumulés, comme disaient Frédéric et Nicolas. On est vraiment plongé dans un quotidien qui est, pour les trois livres d'ailleurs, le quotidien scolaire. C'est-à-dire que cette violence est à l'école. C'est-à-dire qu'on pense souvent que nos ados, nos jeunes, quand ils passent les portes de l'école, ils sont dans un sanctuaire, en tout cas ils sont entre eux, mais évidemment on sait très bien que c'est plus compliqué que ça. Tu t'inspires de quoi? D'où est-ce que cette force-là d'évocation te vient? Et voilà, c'est une question un petit peu de mauvais journaliste. Ça. I'm not sure where the little details come from. I just seem to pick them up. Probably from being on Facebook and Twitter, but the big ideas usually come from news stories. Alors je sais pas d'où me viennent tous ces petits détails, mais il est fort probable qu'ils me viennent de Facebook et Twitter, où je lis tous ces comptes rendus d'adolescents.
Et par contre, pour les grandes histoires, le thème de les histoires, c'est en général repris de faits d'actualité. Voilà. For Revanche, it was an 18-year-old American